Bon, ben, bonsoir à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Jean-Sébastien Guénette, directeur général de Québec Oiseau. Je vous souhaite la bienvenue à cette première webconférence de l'année 2024 organisée par Québec Oiseau. Bon, l'année qui commence promet d'être riche en observation et en apprentissage et on est impatient de débuter ça avec vous avec cette webconférence-là ce soir. Donc, au nom de Québec Oiseau, je tiens à vous adresser, on va en profiter pour vous adresser nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année-là. Avant de présenter en fait, avant de faire les directives générales, là, puis la présentation de notre conférencière, juste quelques petits messages. Là, en ce moment, le temps des fêtes est terminé, mais c'est encore la période du rallye des oiseaux de Noël. Donc, ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants qui voudraient initier à l'observation des oiseaux, là, c'est encore le temps. Là. Vous avez jusqu'au 15 janvier, là, donc jusqu'à lundi pour participer au rallye des oiseaux de Noël. Si vous allez sur le site web de Québec Oiseau, vous allez trouver plein d'outils pour initier vos jeunes à l'observation des oiseaux. Puis enfin avec la neige qu'on a, ça peut être intéressant. Sinon, c'est notre activité bénéfice là, qui va commencer le 20 janvier prochain. Notre encas en ligne. Il va y avoir des messages là, autant sur notre site web que dans les réseaux sociaux pour vous faire part de l'adresse pour participer à l'encan. Donc, encore cette année, on va avoir plein de beaux prix, de forfaits, d'œuvres que vous pourrez acheter. Puis toutes les fonds amassés par l'encan vont servir à mettre en place des projets d'amélioration de la cohabitation avec les oiseaux. Puis on va focuser sur des problématiques comme les collisions avec les fenêtres, prédation par les chats, pollution lumineuse. On va aussi mettre des activités là, pour favoriser la création de refuges pour les oiseaux dans vos cours et vos jardins. Donc, n'hésitez pas à participer à l'encan. Puis l'encan, c'est du 20 janvier au 31 janvier. Et le 31 janvier à 20 heures, on a une webconférence bénéfice. Je vais mettre le lien dans le clavardage. Clavardage, ici. Donc là, pour participer à la webconférence est gratuite, mais évidemment, c'est une webconférence bénéfice, donc on vous invite à faire un don. Il suffit de vous inscrire sur le site de Québec Oiseau, le site que je viens de vous mettre dans le clavardage. Puis le thème de la conférence est aussi mieux cohabiter avec les oiseaux. Et on va avoir trois courtes présentations on va avoir trois experts qui vont venir nous parler de prédation par les chats, de collision avec les fenêtres et de comment créer un refuge là, dans nos cours. Donc voilà pour les petits messages d'intérêt généraux. Comme j'ai mentionné tantôt, là, on utilise la fonctionnalité webinaire de Zoom. Là, donc, c'est vraiment pour ceux que vous voyez pas que vous voyez pas, que vous pouvez pas afficher, activer vos caméras. Puis, dans quelques secondes, en fait, avant la présentation, là, je vais désactiver le clavardage là, parce que ceux qui ont un iPad, là, il y a des notifications ou des pop-up qui s'affichent. Donc, on désactive le clavardage pendant la webconférence. Je vais la réactiver là, quand on sera rendu à la période de questions. Mais je vous invite là, pendant la conférence à nous poser, pas à nous, mais à poser vos questions à notre conférencière là, par la fonctionnalité là, questions-réponses. Là. Selon la version de Zoom que vous avez, c'est soit Q&R ou Q&A dans le bas de l'écran. Donc, vraiment, pendant la présentation, n'hésitez pas à poser tout de suite vos questions. Anne va le mentionner tantôt, là, mais il y aura deux périodes de questions. Moi, je les prendrai, puis on les posera à ce moment-là. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres petits messages plus techniques? Non, je pense que ça fait le tour. Donc, c'est le temps de vous présenter notre conférencière, que je connais bien parce qu'elle travaille avec nous. Donc, Anne détient un baccalauréat en biologie de l'Université du Québec à Rimouski et une maîtrise en sciences animales de l'Université de Laval. Elle a participé comme bénévole aux activités de bagage d'Inictal aux observatoires d'oiseaux de Tadoussac et de McGill, et elle a participé au démarrage d'une entreprise en agriculture urbaine. Après 4 années comme professionnelle de recherche dans le domaine des pêches et de l'aquaculture du Québec, notamment lors d'une collaboration
de plusieurs années avec le Biodôme de Montréal sur les algues marines. Anne a rejoint l'équipe de Québec Oiseau en 2022 à titre de chargée de projet en conservation des espèces des oiseaux en péril. Depuis qu'elle est arrivée chez Québec Oiseau, Anne travaille principalement sur les initiatives de conservation de l'hirondelle de rivage, autant en milieu naturel qu'anthropique. Donc voilà, je te cède la parole. Super, merci beaucoup, Jean-Sébastien. Alors, merci beaucoup d'être présent pour cette webconférence qui s'intitule L'hirondelle de rivage, 8 ans de conservation chez Québec Oiseau. Donc, vous l'aurez compris, en fait, ça fait plus de 8 ans que Québec Oiseau fait des projets de conservation sur cette espèce-là. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'ensemble de ces projets-là. Donc, c'est tout un défi là, en 1 heure et demie. Puis, donc, sans plus tarder, en fait, je vais vous présenter. Oups, c'est l'autre. Ah, ça fonctionne. OK. Sans plus tarder, donc, le contenu de la webconférence. Donc, je vais commencer par une mise en situation. Donc, je vais non seulement aborder l'espèce, donc la description de l'espèce dans ce point-là, son habitat, mais aussi pourquoi Québec Oiseau s'intéresse à cette espèce en particulier, les défis en matière de conservation qui lui sont propres. Ensuite de ça, je vais embarquer avec les projets de Québec Oiseau, en commençant par les demandes de financement parce que c'est toujours préalable au projet. Et donc, je vais parler un peu des particularités des programmes qu'on cible qui vont nous finalement orienter la structure de nos projets. Ensuite de ça, mais en fait, les projets de Québec Oiseau s'orientent il y a 2 grands axes. Donc, il y a les projets en milieu anthropique, donc les milieux façonnés par l'humain. Donc, on retrouve les sablières, carrières, mais aussi les cannebergères, donc là où on fait la production de canneberges. Donc, je vais vous présenter les différentes étapes d'un projet en milieu anthropique pour finalement terminer avec le bilan de toutes ces années-là. Je vais commencer. Donc là, il y a une première période de questions à ce moment-là. Donc, vous aurez l'occasion de me poser des questions particulièrement sur le milieu anthropique. Puis ensuite de ça, je vais enchaîner avec les projets en milieu naturel. Donc, avec les différentes étapes pour finir avec le bilan. Puis finalement, avec quelques mentions là, spéciales sur les structures artificielles, parce qu'on s'est déjà impliqué dans ce type de dossier-là, et puis aussi nos activités d'encadrement particulières à l'hirondelle de rivage, par exemple, notre comité de concertation sur la protection de cette espèce. Donc, ça va être la fin après ça, la dernière période des questions. Et si jamais vous avez des questions aussi à la fin sur le milieu anthropique, gênez-vous pas. Donc, je vais commencer par vous présenter l'hirondelle de rivage qu'on voit ici en bas à droite, dans la petite photo. C'est l'une des 6 espèces d'hirondelles qui nichent au Québec et c'est notre plus petite. Donc, on la reconnaît particulièrement avec son dos brun, son poitrail blanc, mais aussi avec son collier brun autour du cou. Et puis, le plumage des mâles et femelles se ressemble. Et en fait, on va la reconnaître aussi par donc ça, c'est son collier, mais aussi par son habitude une habitude coloniale. Donc, c'est une espèce qui niche en colonie, contrairement à d'autres espèces d'hirondelles qui vont nicher de façon plus isolée ou semi-coloniale. L'hirondelle de rivage, elle, forme vraiment des colonies allant de quelques individus à quelques centaines d'individus. Et elle va aussi, une de ses particularité, c'est creuser un terrier. Donc, contrairement à d'autres qui vont utiliser les armes ou les nichoirs ou de la boue pour confectionner leur nid, elle va creuser un terrier dans le sol, dans un substrat quelconque, là, en fait, le sable particulièrement. Et puis, donc voilà. Donc ici, c'est un exemple de colonie qu'on voit en haut, qui creuse, donc c'est ça, l'hirondelle qui creuse son terrier à même des parois verticales de sable. Les parois peuvent avoir un minimum de 2 mètres au sol, donc ça peut être très, très petit, mais on l'a déjà vu nicher en bas de 2 mètres de hauteur. Voilà. Et puis, on voit les terriers qui sont ronds. Et puis, elle a aussi besoin d'un milieu ouvert pour s'alimenter. Donc, comme c'est un oiseau qui va s'alimenter d'insectes, particulièrement, en fait, on l'appelle un insectivore aérien parce qu'elle va s'alimenter avec des insectes en vol. Et puis, donc, elle a besoin d'un champ, d'un milieu ouvert pour voler à sa guise et s'alimenter comme elle veut. Donc, voilà. Donc, on la retrouve, donc, comme je disais un peu plus tôt, dans des milieux naturels, comme des berges de rivières, ou, par exemple, des sites d'origine anthropique, comme on voit ici en bas à droite. Ici, c'est un site de sable, donc une sablière. Puis, on la retrouve aussi parfois dans des milieux agricoles. Donc, c'est plus rare, mais il y a des milieux agricoles qui vont cultiver des légumes sur
sur la terre, mais la terre peut aussi avoir du sable. Et quand il y a une portion qui est mise à nu, soit en plein milieu du rang ou en pourtour du champ, on peut observer une colonie d'hirondelles de rivage. Donc, si je vous montre en grande primaire une vidéo d'une hirondelle qui creuse un terrier, vous allez voir, elle s'active assez vite. Et voilà. Donc, en fait, c'est le mâle qui va creuser le nid dès son arrivée de migration dans le mois d'avril. Et puis, c'est important de mentionner en fait qu'elle va creuser son nid, c'est préalable à la formation du couple. Donc, c'est pour ça que le mâle n'a pas à perdre de temps. Et puis ensuite de ça, la femelle va construire un nid, ici, qu'on voit un nid fait de plumes et de brindilles assez flexibles. Puis, avec l'image qu'on voit aussi, on voit que le terrier, en fait, ça commence par un long tunnel qui va finalement déboucher sur une chambre à l'arrière. Voilà. Et puis donc, l'hirondelle, comme je disais, revient dans le mois d'avril, va pondre durant le mois de mai. Les jeunes vont éclore, donc déjà le début juin. Et puis déjà fin juin, on va pouvoir observer des jeunes qui vont être un peu plus grands et qui vont venir juste à l'entrée du terrier pour accueillir les parents quand ils se font nourrir. Et puis les hirondelles, les nouveaux-nés, finalement, vont finalement quitter le nid à quelque part à la fin du mois d'août. Puis la migration vers le sud va commencer peu de temps après. On retrouve environ 50 millions d'individus matures dans le monde. On voit ici son habitat de reproduction qui est particulièrement dans l'hémisphère nord, donc en Amérique du Nord, mais aussi en Europe de l'Est, en Asie. Et puis son habitat d'hivernage qui est vraiment dans l'hémisphère sud, mais qu'on voit aussi un petit peu au Mexique, en Amérique du Nord. Donc, au Canada, on retrouve environ 2,4 millions d'individus. C'est à peine 5 du décompte mondial. Et puis, au Québec, on va en retrouver environ 430 000 qui nichent principalement, comme on le voit ici, dans les petits points bleus, donc dans les basses-terres du Saint-Laurent, en Outaouais, un peu au Saguenay, en Gaspésie. Donc, pas mal tout le monde qui est présent à la conférence aujourd'hui. Ça se peut que la majorité d'entre vous, vous avez des hirondelles de rivage dans votre région. Et puis, dans le fond, 430 000, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, il faut noter que l'hirondelle de rivage a connu un déclin de 93 depuis entre les années 70 et 2021 là, au Canada seulement. Et au Québec, c'est plus de 99 de déclin. Donc, aujourd'hui, au Québec, on retrouve seulement 1 des hirondelles de rivage d'il y a 50 ans. Donc, ici, je vous présente des résultats de tendance, en fait, qui vient de l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. Je vais vous présenter les résultats du premier et du deuxième atlas. Donc, ici, on voit les résultats du premier en bas, complètement, sud du Québec. Le premier atlas, les données ont été récoltées entre 84 et 89. Et puis, on voit ici, en fait, des parcelles. Les parcelles, c'est des petits carrés de 10 par 10 km. Puis la couleur rouge indique en fait que dans cette parcelle-là, on a confirmé la nidification de l'espèce. En orange, c'est une nidification possible ou probable. En gris, c'est là où l'espèce en fait n'a pas été observée malgré les observations. Et les parcelles blanches, c'est là où en fait c'est des parcelles qui n'ont pas été visitées pour cet atlas-là. Et là maintenant, je vais vous présenter les résultats du deuxième atlas. Donc on va voir, il y a moins de parcelles blanches, ça veut dire qu'au total, on a visité plus de parcelles durant le deuxième atlas de 2010 à 2014, mais en contrepartie, il y a moins de parcelles. En fait, il y a plus de la moitié moins de parcelles où on a confirmé la nidification de l'espèce. Donc, l'hirondelle de rivage, à cause de son déclin, donc, a été désignée menacée en 2017 par le Canada. Donc, elle est protégée en vertu de la loi sur les espèces en péril, qui est une loi canadienne. C'est une loi qui protège tous les oiseaux en péril et leur résidence. Donc, il est interdit de tuer, nuire, endommager ou détruire la résidence d'une espèce sauvage en péril. Et la définition de résidence, en fait, est donnée ici, c'est le terrier, le nid ou autre aire semblable qui est occupé ou habituellement occupé par au moins un individu pendant toute ou une partie de sa vie. Donc, ça englobe quand même, ça englobe assez large, tant bien pour protéger l'espèce.
Et puis aussi, on va introduire pendant cette loi-là la notion d'habitat essentiel. Et puis, donc, c'est un habitat qui est essentiel pour sa survie et son rétablissement. Et pour les rondelles de rivage en particulier, l'habitat essentiel, ce sont des parois verticales ou quasi verticales constituées de matériaux érodables en milieu naturel pour sa nidification. Donc, si on exclut les milieux anthropiques pour la désignation d'habitat essentiel, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des actions de conservation, donc c'est correct. Et puis aussi, un autre habitat essentiel, c'est les habitats ouverts qui produisent des insectes dont elles s'alimentent. Donc, chaque espèce en péril, donc l'hirondelle de rivage, a un programme de rétablissement. C'est un document où on va retrouver, dans le fond, la définition de l'habitat essentiel, mais aussi toutes les actions prioritaires, les menaces auxquelles elle est confrontée, et ça va vraiment orienter notre travail. Dans le fond, la loi, la protection fédérale va s'appliquer dans beaucoup de territoires. On parle des territoires domaniales, donc tous les parcs nationaux, réserves nationales de faune, mais aussi toutes les terres privées. Et ça va s'appliquer à toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Ensuite de ça, l'hirondelle de rivage est aussi protégée en vertu de la loi 94 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, où il est interdit finalement d'avoir en sa possession, d'acheter, vendre, échanger ou donner un oiseau migrateur ou son nid. Donc, c'est vraiment pour assurer la protection de tous ces oiseaux-là. Et puis, pour la protection provinciale, parce que le Québec aussi peut émettre des recommandations. En fait, pour toutes les espèces qui sont classées menacées ou vulnérables, cette loi-là vise à protéger et rétablir les espèces qui possèdent un statut en vertu de cette loi-là. Donc, le statut menacé, en fait, c'est des espèces dont la disparition est redoutée. Vulnérables, ce sont des espèces dont la survie est jugée précaire, mais dont la disparition n'est pas redoutée à moyen ou à long terme. Et puis aussi, on retrouve des espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables. Pourtant, malgré le fait que l'hirondelle de rivage soit classée en péril au Canada, en fait avec un statut menacé, il n'y a aucune évaluation qui a été faite de statut au niveau du Québec. Donc, il y a en fait les causes du déclin de l'hirondelle de rivage ne semblent pas être super bien connues, mais dans le plan de rétablissement, on retrouve plusieurs facteurs ou menaces qui ont un effet probable cumulatif qui peuvent expliquer son déclin. Donc, la première menace, en fait, c'est l'utilisation de pesticides. Comme c'est un insectivore aérien, les pesticides vont diminuer sa source de nourriture à la base. Donc, c'est une des raisons pourquoi on le pointe du doigt. Et donc, on retrouve, là, on voit qu'entre les années 70 et 2016, les insectivores aériens comme groupe ont connu une diminution de plus de 60 %, ce qui est vraiment gros. Puis, c'est le groupe d'oiseaux qui a connu la plus forte diminution depuis les années 70. Ensuite de ça, la perte et la modification de son habitat. Donc, il y a des pâturages qui ont été laissés à l'abandon. On retrouve une régénération forestière, donc il y a une perte d'habitat là. Aussi, l'augmentation de l'urbanisation. Et puis, conversion de prairies pâturages en terres cultivées de grande envergure où on va encore une fois utiliser des pesticides. Donc, ça rentre tout là-dedans. Ensuite de ça, en milieu anthropique, donc les milieux exploités, les travaux peuvent causer du dérangement, des fois pendant la période de reproduction. Bon, cette espèce-là est quand même tolérante au dérangement, mais ça peut devenir problématique là, quand il y a des travaux qui vont aller détruire accidentellement ou non des colonies. Donc, on estime en fait qu'il y a plus de 58 000 œufs ou oisillons par année qui sont détruits de cette façon-là au Canada. Donc, c'est quand même non négligeable. Finalement, des activités récréo-touristiques, pas récréo-touristiques, mais juste des activités de loisirs, si on veut, qui vont venir perturber les oiseaux, comme l'utilisation de VTT dans les bancs de sable. Particulièrement dans les milieux anthropiques, c'est vraiment une considération que les propriétaires ont. Il y a des jeunes qui viennent utiliser les talus de sable pour venir s'amuser, puis ça peut engendrer la destruction de colonies. Finalement, en milieu naturel, il y a aussi des menaces. Il peut y avoir des destructions de colonies de façon volontaire ou non. Par exemple, des gens qui vont venir faire la fête le long des rives, qui vont se mettre à escalader ou descendre des falaises. Ça peut être problématique.
Et puis aussi, on voit de plus en plus l'utilisation en fait, de tubes comme des embarcations gonflables aussi dans les rivières et de plus en plus de gens qui descendent les rivières en groupe. Puis, ça peut être problématique quand les gens n'ont pas connaissance du niveau de protection de l'espèce, puis aussi des considérations de conservation en général et qui vont s'approcher trop près, puis qui vont aller déranger les colonies. Donc, c'est important de sensibiliser les utilisateurs pour réduire ces menaces-là, par exemple. Finalement aussi, en milieu naturel, bon, la modification des rives, ça, c'est quand même quelque chose d'assez connu. Donc, pour diminuer l'érosion de la rive, on va par exemple utiliser des roches, mais aussi, comme on voit sur la photo en haut, des tas de branches pour éviter de perdre du terrain, mais on note vraiment une diminution nette d'habitat potentiel là, pour l'hirondelle à ce moment-là. Donc, maintenant, sans plus tarder, je vais commencer à vous parler des projets. Parfait. Alors, pour commencer, je vais parler brièvement du financement. Donc, on va chercher principalement notre financement au niveau d'Environnement Canada, le programme d'intendance de l'habitat, qui est un gros programme quand même. Puis, en fait, donc, nos projets sont inévitablement teintés par l'exigence de ces programmes-là. Donc, comme je disais, bon, alors l'objectif, c'est soutenir les projets d'habitat conçus pour aider les espèces en péril. Donc, ça vise vraiment les espèces à statut. Et dont les actions contribuent directement aux objectifs de rétablissement. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler avec le plan de rétablissement qui nomme clairement les menaces auxquelles fait face l'espèce. Et puis, donc, on va pouvoir financer des actions d'intendance et de sensibilisation des intervenants clés, des ententes de protection avec les propriétaires et des mesures d'atténuation des menaces. Donc, le mot intendance ici, c'est assez large, mais ça vise en fait toutes les actions qui visent à soutenir en fait et à conserver les habitats des espèces présentes. On a aussi la Fondation de la faune du Québec qui nous permet d'obtenir du financement via son programme Faune en danger et Agir pour la faune. Dans le fond, ces programmes-là vont, oui, agir pour des espèces à statut au Québec, mais ils vont donner aussi une priorité aux espèces qui ont un programme de rétablissement. Finalement, il y a aussi les fonds du Grand Défi québécoiseau. Donc, pour ceux qui participent au Grand Défi, ce défi-là nous permet de ramasser des fonds. C'est un défi dans lequel, pendant 24 heures, on répertorie le plus grand nombre d'espèces qu'on voit. Et puis, donc, il y a des fonds qui peuvent servir au financement de nos projets en conservation. Puis, finalement, nos partenaires, donc, on a des clubs ornithologiques, des bénévoles qui nous donnent beaucoup de temps, puis qui nous aident dans nos démarches là, tout au long de nos projets. Donc, je vais commencer avec les projets en sablière. Donc, on a commencé en 2015 et puis on continue toujours à les faire. Donc, l'objectif de ces projets-là, c'est d'assurer la protection de l'habitat, de nidification de l'hirondelle de rivage et atténuer les menaces dans les sites d'exploitation. Donc, pour ça, il va falloir en premier lieu aller sur le terrain. C'est super important pour valider, voir s'il y a une colonie. Donc, ça implique qu'on a besoin de la collaboration des propriétaires pour avoir accès au site. Et donc, ensuite de ça, l'objectif, c'est d'impliquer activement les propriétaires dans la protection de l'hirondelle. Donc, beaucoup de sensibilisation là et de démarchage. Donc, les étapes du projet, je les ai séparées en 6 grandes étapes. Donc, le premier, en fait, on va délimiter un secteur d'intervention selon son potentiel. Puis, comment on définit un potentiel de site, en fait? On va, en premier lieu, aller voir dans leur banque de données du suivi des populations d'oiseaux en péril du Québec de son petit nom SOS POP. Et cette banque de données-là est un programme de Québec Oiseaux, dans le fond, qui vise à identifier les sites qui sont importants pour la conservation des oiseaux en péril et assurer un suivi au fil des ans. Et donc, c'est un programme qui est fondé sur la participation de professionnels, mais aussi d'ornithologues amateurs. Donc, c'est un programme qui est très important pour nous. Et puis, les points jaunes qu'on voit à l'écran, en fait, ce sont tous des sites de nidification connus de l'hirondelle de rivage. Ça ne nous donne pas nécessairement un portrait actuel en date d'aujourd'hui où sont les colonies, mais ça nous donne vraiment un aperçu du potentiel de cette région-là. Ensuite de ça, on va utiliser beaucoup Google Earth, par exemple, pour, comme vous voyez à l'écran, pour aller vraiment zoomer puis aller repérer des sites potentiels pour nos sorties de terrain. Donc, ici, on voit une cannebergière vue de l'espace.
Ici, on voit une sablière. Donc, il n'y a pas d'équivoque. Ici, on voit vraiment un site d'exploitation de sable. Et une fois qu'on a identifié un certain nombre de sites, on va utiliser les registres publics pour aller trouver le nom de la compagnie, nom des propriétaires, puis aussi trouver comment on fait pour les contacter. Il y en a qui ont des sites Internet, par exemple, donc c'est facile dans ces moments-là de récolter des numéros de téléphone, puis tout ça. Puis là, s'en vient le moment des premiers appels. Moment super important. On est tous un peu fébriles à chaque fois qu'on commence ces appels-là. Et donc, en fait, ce qu'on veut, c'est d'obtenir au bout du compte l'autorisation d'accès pour aller faire nos inventaires. Donc, ça commence toujours par cette fameuse phrase « Bonjour, je m'appelle Anne Tremblay-Gratton, je travaille comme biologiste chez Québec Oiseau. Est-ce que je pourrais parler à trois petits points? » Et puis là, on ne sait jamais vers où ça va nous mener, ce début de phrase-là. Des fois, ça marche bien, des fois, ça ne marche pas bien. Des fois, il y en a qui peuvent essayer de se défiler ou qui ne comprennent pas trop. Non, non, tout est beau ici, on n'a pas d'hirondelles, ils sont tous allés chez le voisin. Bon, mais des fois, on a plus de collaboration. Il y en a qui sont intrigués par les inventaires. Puis là, c'est la porte ouverte pour commencer à parler vraiment de notre travail. On dit oui, mais on ne fait pas juste des inventaires, on fait aussi on peut émettre des recommandations personnalisées durant notre visite. On peut vraiment vous accompagner, un service d'accompagnement. C'est ça le plus important aussi dans notre travail. Et en plus, le mot magique, quand on dit que c'est gratuit, souvent, on a l'autorisation d'aller sur le site. C'est quand même vrai, on offre quand même un service assez complet. Et tout ça, c'est gratuit, c'est financé par nos bailleurs de fonds. Donc, ça nous aide beaucoup dans notre travail, ça. Donc, c'est le temps d'aller sur le terrain. Quand on a une autorisation, c'est sûr, on peut aller visiter, comme on dit, in situ, ça veut dire à même le site. Donc, on est super content quand ça arrive. Puis, sinon, si on n'a pas l'autorisation ou qu'on a comme pas eu le temps de les appeler, mais finalement, c'est sur notre chemin, on appelle ça, ce qu'on fait, en fait, un inventaire ex situ. Donc, on va rester sur le domaine public, sur la route, puis on va essayer de voir de l'extérieur comme ça si on voit des hirondelles voler ou si même on voit avec nos jumelles des colonies. Et puis, dans le fond, pendant les inventaires, on va faire un décompte des terriers, des hirondelles, des signes de nidification, des menaces sur le site aussi. Puis la visite, on aime beaucoup ça quand le gestionnaire est présent parce que ça nous permet vraiment d'avoir une belle discussion avec lui. Puis d'émettre déjà des recommandations, c'est vraiment génial. Et puis, nos résultats, on les envoie toutes, on les transmet à notre programme SOS Pop qui va lui aussi alimenter. Certaines données vont être disponibles après ça au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. Donc, voilà. Ensuite de ça, après nos inventaires, les mois qui suivent, en fait, les inventaires, on les passe beaucoup à sensibiliser les gestionnaires de sites où on a retrouvé des colonies d'hirondelles de rivage. Donc, on a développé une série d'outils de sensibilisation. On a ici, comme on voit ici, un dépliant. Ça, je pense que je peux comme faire un pointeur. Cool. Alors, ici, on voit un dépliant qu'on a développé. On a aussi une pancarte comme un outil de reconnaissance de leur implication. Ensuite de ça, un cahier du gestionnaire où on va retrouver des recommandations assez générales ou spécifiques à leur site. Ici, un aide-mémoire. Donc, tout ça nous permet de promouvoir les bonnes pratiques de gestion de la sablière. Donc, ici, je vais vous présenter quelques recommandations, justement, qu'on émet. Donc, on a des recommandations générales. Par exemple, de prévoir un peu qu'est-ce qu'on va faire dans l'été pour son site. Donc, on a ici un amas de sable qui a été avec des pentes douces. Parce que, comme je vous disais au début, l'hirondelle aime beaucoup nicher dans des parois verticales très abruptes. Donc, si on prévoit des amas de sable qu'on va exploiter, mais avec des pentes douces, on est sûr que les hirondelles n'iront pas nicher là. Ensuite de ça, on peut prévoir une zone en retrait de la zone exploitée. On peut prévoir cette zone-là qui a donc la bonne configuration pour la nidification de l'hirondelle. Parce que bien sûr, on veut quand même encourager les propriétaires d'avoir une section dédiée pour ça, où ils n'iront pas exploiter. Et ici, on a une zone de protection minimale de 50 mètres entre les deux zones. Donc, surtout, ce que ça veut dire au quotidien, ça veut dire aussi
à la fin, en fait, à la fin de chaque journée de travail, de prévoir de supprimer comme ici, on voit aussi, là, supprimer les parois verticales qui se sont formées sur les talus qu'on exploite. Parce que les hirondelles vont vite pour creuser les terriers. Donc, c'est important à la fin de chaque journée de supprimer ces talus-là, de supprimer ces parois-là pour s'assurer que le lendemain, on n'ait pas de mauvaise surprise. Et puis, c'est important parce que quand les hirondelles viennent nicher là, ben là, il faut cesser toute activité d'excavation, faire notre zone de protection aussi. Donc, c'est important de prévoir ça dans le temps, là, puis de s'assurer que tous nos employés sont au courant des mesures qu'on émet, qu'on recommande. Sinon, en dehors de la période de nidification, donc à partir du 1er septembre jusqu'au début du printemps de l'année d'après, les hirondelles sont parties, donc on peut adapter les pentes selon nos besoins, il n'y a pas de problème. Et puis, si jamais on voit que finalement, on va exploiter une autre section l'année suivante, bien, il faut réaménager un peu le site pour s'assurer qu'il y ait toujours nos zones dédiées. Donc, finalement, notre dernière étape, dans notre cahier du propriétaire qu'on donne au propriétaire, on a ici une belle page qui s'appelle la déclaration d'intention. Donc, on retrouve toutes nos recommandations. Le propriétaire peut cocher oui, ça me va de suivre cette recommandation ou non, puis il peut nous expliquer pourquoi. Puis, il y a une section signature ici, donc pour témoigner de son engagement. La signature n'a pas de valeur légale. C'est vraiment juste pour un engagement moral pour s'assurer, dans le fond, qu'on ait une bonne entente avec lui. Et voilà. Ici, un petit mot pour nos organismes partenaires qui nous aident à certains moments clés. Par exemple, le Club des ornithologues de l'Outaouais nous a déjà aidés pour des inventaires sur des sites en Outaouais. D'autres pour la relecture de nos outils de sensibilisation, etc. Donc, merci à tous. Et puis finalement, un bilan de toutes ces années d'efforts. Donc, je vais vous montrer ici, en fait, ce qu'on voit à l'écran. Vous voyez des petits points. Ça, c'est pas tous les sites qu'on a visités, mais c'est, en 2016 là, particulièrement, mais c'est des sites qu'on a visités et où on a vu des colonies d'hirondelles, de rivage. Donc, 2016, les sites ressemblaient à ça. Ensuite, en 2018, on a commencé à cibler un peu plus les régions. Donc, 2018, on est allé en Montérégie, en Estrie, dans le centre du Québec. En 2019, on est retourné dans le centre du Québec. Ensuite de ça, 2020, en Mauricie et dans la Naudière. 2021, dans les Laurentides, et on est retourné aussi dans la Naudière. 2022, on s'est concentré en Outaouais. Et 2023, en Estrie et dans Chaudière-Appalaches. Donc, finalement, le bilan des inventaires, durant toutes ces années-là, en fait, on a fait plus de 523 inventaires, ce qui est quand même grand. Et puis, donc, 65% de ces sites-là, on les a visités in situ. Donc, il y a quand même une pas pire proportion de nos inventaires qui se sont faits à partir de la route. En fait, c'était surtout le cas au début, dans les premières années. Puis maintenant, on en fait un peu moins quand même. On se concentre plus sur les in situ. Donc, si je vous présente quelques idées de où on peut retrouver les colonies dans les sites. Donc, ici, c'est une cannebergière avec un canot d'irrigation, excusez-moi, dans une cannebergière. Et puis, la colonie, pas des bons yeux quand même, là, mais se retrouve ici tout au long du canal. On a aussi des zones de travaux récents, donc en bordure de la parcelle, où on a les canneberges. Finalement, dans les sablières, on peut en voir vraiment à même les talus de sable exploités. En bordure d'un nouveau chemin. Même s'il y a beaucoup de passages de camions, les hirondelles, les parois étaient assez hautes pour qu'elles puissent s'installer là. Des talus végétalisés, donc ça aussi, ça peut être un peu surprenant. On se dit qu'il y a des racines un peu, mais le substrat était bon. Et puis finalement, une mention spéciale pour le milieu agricole. Donc ici, on voit, c'est comme un chemin, en fait, une tranchée là, qui fait la tranchée sur le bord d'un chemin qui traverse 2 parcelles. Donc, de ces 523 sites visités, on en a 210 où on a trouvé des colonies. Donc, c'est en fait 40% de nos sites visités où on a vu des colonies, puis on les a répertoriées.
c'est un bon succès. Et puis, dans le fond, 76% des colonies actives qu'on a inventoriées, on les a vues in situ. Donc, 76% de 210. Ça nous indique quand même que nos inventaires ex situ ne sont pas là pour rien. Ils nous ont quand même permis d'observer le corps de nos colonies à travers les années. Finalement, les démarches d'intendance, donc on ne va pas viser chaque compagnie ou chaque terrain où on a vu une colonie parce que ça prend beaucoup de temps, mais on en cible environ une dizaine par an. Et puis, donc, on en a visé 89 depuis le début de nos projets. Et puis, 73% des sites visés, on a obtenu une entente de protection. Donc, c'est un très bon taux de succès et la majorité de ces 73 ententes obtenues étaient des signatures. On en a d'autres qui sont des ententes verbales, donc ils ne voulaient pas nécessairement signer, mais qui nous ont témoigné leur objectif de suivre les recommandations, et puis certains qui ont refusé pour diverses raisons. Finalement, voici un bilan un peu de tout ça. On a eu une évolution quand même de la méthode un peu à travers les années. Au début, comme je le mentionnais, on faisait plus d'inventaire ex situ. On misait beaucoup sur le nombre. Aujourd'hui, on vise un peu plus les inventaires in situ, donc ça demande plus de travail pour obtenir les autorisations, mais on a un bon taux de succès quand même. Et puis aussi, dans la dernière année, on a mis de l'avant un peu plus notre service d'accompagnement personnalisé dès l'étape de planification des inventaires. Donc, quand on fait nos appels et que les propriétaires nous donnent accès au site, ils nous donnent accès au site pour les inventaires, mais aussi parce qu'on offre un service d'accompagnement personnalisé. Et ça fait que les propriétaires sont beaucoup plus présents lors de nos inventaires et ça facilite beaucoup notre travail après quand on fait nos démarches de sensibilisation et pour obtenir aussi des ententes de protection. Les propriétaires sont vraiment réceptifs. Et puis, finalement, on vise à continuer nos projets. Ici, dans l'image qu'on voit en haut à droite, ce qui est délimité en bleu, en fait, c'est une région qu'on aimerait beaucoup visiter. On ne sait pas encore si on va y aller. On attend des nouvelles de nos bailleurs de fonds, mais ça serait pour la suite des choses. Voilà. Alors, voilà. On peut commencer la première période de questions. Ouais, t'en as quand même quelques-unes. Super. Ça a généré des bonnes questions. OK, la première, Pierre Tremblay demande c'est quoi la profondeur du tunnel? Oh, je ne le sais plus par cœur, mais c'est pas très grand. En fait, quand on observe les hirondelles avec les colonies avec nos jumelles, c'est vraiment des ronds sombres. Donc, on ne voit jamais la chambre à l'arrière où il y a les œufs. Même si on s'approchait, j'avoue que je ne sais pas, peut-être toi, Jean-Sébastien, tu es déjà allé sur le terrain, je ne sais pas si tu as déjà mis l'œil dans un terrier, mais je l'ai déjà lu, mais je ne me souviens plus par contre. Non, j'ai pas osé mettre ni l'œil ni la main dans un terrier d'hirondelles. Ouais, c'est un peu interdit d'ailleurs. Ouais, Mais c'est effectivement, c'est ça. ouais. Sinon, j'ai Geneviève qui demande est-ce que l'hirondelle de rivage arrive également en avril dans l'est du Québec, comme en Gaspésie, par exemple? Alors, c'est sûr que plus on s'en va vers le nord, plus elle va arriver un peu tard. Mais, tu sais, je vous dirais, là, en fait, dans le sud du Québec, oui, elle va arriver, les hirondelles vont s'installer un peu avant, mais tu sais, je pense que je mettrais 1 ou 2 semaines de décalage, peut-être. Mais oui, effectivement, il y a un petit décalage avec celle qui arrive dans le sud. Ouais. Camille demande si on peut obliger une sablière en exploitation à protéger un site de nidification sur ce terrain. L'obliger Mhm. de façon... Ben, en fait, nous, Québécois, on ne peut pas obliger personne. On n'est pas des agents plafonds, des gens partants. Ce qu'on peut faire, nous, c'est d'émettre des recommandations et de les sensibiliser assez pour qu'ils se mettent du bord de l'hirondelle de rivage. Par contre, il y a des obligations légales, dans le sens que si jamais il y a un agent de la faune qui vient visiter un site, puis qu'il y a des hirondelles, puis que finalement la compagnie omet, comment dire,
la compagnie continue d'exploiter le site et fait des dommages à la colonie, là, ils peuvent avoir des amendes. Et en fait, oui, c'est ça. Il peut y avoir. Parce que je ne suis pas agent de la faune, là, je connais les réponses par rapport aux choses légales, mais bon, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus quand même. Mais eux peuvent punir en quelque sorte des gens qui ne suivent pas la loi. Donc voilà. Regarde dans le chat, il y a Marie-Hélène qui vient nous sauver. Là, le tunnel, là, c'est jusqu'à 1 mètre. Merci Euh, Marie-Hélène. ouais. Claire demande si on retourne sur les sites qui ont accepté de suivre nos recommandations pour voir si, ils poursuivent ces recommandations-là. Oui, on a des suivis qu'on fait à chaque année pour des sites, dans le fond, ben, pour des propriétaires qui ont déjà signé dans les 3 dernières années, ben, 3 années et avant, excusez, pour savoir s'ils sont toujours intéressés à poursuivre la protection. Puis s'ils ont des questions, s'ils ont eu des problèmes avec certaines situations, par exemple, on est là pour faire les suivis. On ne fait pas les suivis pour chacun des propriétaires qui ont signé, mais oui, on en cible quelques-uns par année. Marcel demande si on a déjà créé un site naturellement en faisant des tunnels pour attirer les hirondelles. En fait, il y a, puis je vais en parler un peu plus loin, des structures artificielles qui visent à attirer les hirondelles comme sur un terrain donné. Puis, les structures artificielles sont très différentes les unes des autres. Mais oui, il y a des organismes qui sont plus spécialisés là-dedans. Ouais, ça, c'est déjà fait. Bernard demande pourquoi les sites de canneberge sont propices aux hirondelles de rivage. Ah, ben, en fait, la canneberge se cultive sur des sols qui sont assez sablonneux. Et puis, donc, quand la compagnie fait ses parcelles pour cultiver la canneberge, il y a des remblais qui vont se créer de part et d'autre, puis ça va mettre à nu le sable. Puis aussi en pourtour de site, dépendamment comment la compagnie veut aménager son site pour faire de la canneberge, il peut se créer des gros talus, et ils vont changer de place du sable des fois. Donc là aussi, ça peut être un environnement qui est propice. Ah ben, je vois, il y a Daniel Toussaint aussi qui nous avait aidé pour le 1 mètre. OK. Donc, merci Daniel. Là, il y a quelques questions qui se recoupent. J'ai quelques personnes qui demandent si, s'il y a des prédateurs qui approchent ou pénètrent les tunnels. Oui, dans le fond, ça fait partie des menaces qu'on peut noter là, quand on fait nos inventaires terrain. Par exemple, si la colonie est trop basse, il peut y avoir des prédateurs terrestres là, qui vont venir les déranger, creuser autour pour aller atteindre les œufs au bout. Puis, ouais. Puis même si la colonie est élevée, en fait, les prédateurs pourraient venir par en haut si les terriers sont trop près de la surface. Ouais. Puis j'ai aussi quelques personnes qui demandent si les hirondelles reviennent au même site de nidification ou même s'ils réutilisent les mêmes tunnels d'une année à l'autre. Je sais qu'ils peuvent revenir au même site de nidification si le site est encore propice. Est-ce qu'ils vont utiliser les mêmes terriers? Peut-être que Marie-Hélène pourrait encore nous aider à ce moment-là. Je pense que, d'après moi, ils vont refaire des terriers parce que c'est comme un comportement tellement inné que, je sais pas, Marie-Hélène, si tu as quelque chose à dire sur le sujet. En attendant, Oui. Attends une minute. Ah, tu as répondu à la question pour les sites de canneberge, hein? Ouais, Oui. ça c'était fait. Euh, OK, bien, il y a Camille qui a posé la question tantôt qui répond je pensais que les sablières devaient avoir un permis pour leur exploitation. Donc, si oui, ce serait facile de toutes les trouver sur le territoire. Oui, il existe des listes d'entreprises là, par région qu'on peut trouver. Euh, il faut quand même jumeler ça avec nos recherches sur Google Earth, par exemple, puis avec nos données SOS Pop, euh, pour s'assurer, tu sais, ça se peut qu'il y en ait tu sais, qui soient plus en activité ou qui nous disent finalement au téléphone qu'ils vont fermer l'année prochaine puis qu'ils ont commencé à remettre le site à plat. Donc, on peut, oui, comme moi, je regarde là, ces listes-là,
aussi pour m'orienter, en effet. J'ai Alain qui demande si des drones seraient trop envahissants pour faire les recherches des sites de nidification. C'est une question pour toi, ça, Jean-Sébastien. Non, non, mais ben, outre le fait que ça demande un permis, je pense qu'il faut quand même déjà avoir l'autorisation du propriétaire là, pour utiliser les drones. Puis en termes de protection de l'hirondelle de rivage, il faudrait certainement vérifier, voir si ça ne peut pas être un dérangement, mais à voir. Ouais. Parce que j'imagine que quand on a accès à la sablière, les collines sont quand même assez faciles à trouver. Tu sais, ça serait plus sur Ouais. les sites où on n'a pas accès, mais bon, si le propriétaire ne nous Mhm. donne pas accès au site, je pense pas qu'il va nous donner un accès à ce qu'un drone survole ses opérations non plus, j'imagine. Fait que je sais Non, pas c'est si ça, j'avoue, ça c'est un... amènerait vraiment grand-chose. Ouais, Mais en tout cas, ça peut être intéressant pareil. ouais. En fait, tu vois, je- de mon point de vue, je me dirais, si on fait ça, je voudrais pas nécessairement que le propriétaire sache que c'est québécoiseau parce que c'est envahissant, puis ça coupe la relation. J'aurais peur que ça coupe la relation qui peut être, tu sais, si jamais on veut les rappeler plus tard, je pense qu'il faut faire attention à ça. Fait que je nomme des considérations à prendre en compte si jamais on pense à faire ça. Ouais. Euh, on avait dit jusqu'à quelle heure? 8h30, hein, pour Je la première pense que c'est ronde de 25. 25. OK, c'est bon. Bon, Ouais. on a encore genre 4 minutes. Parce que les réponses, les questions continuent de rentrer. J'ai Robert qui demande s'il y a des collaborations avec ou des liens avec d'autres provinces. Dans nos projets, on n'a pas de partenaire qui vient de d'autres provinces. Pour l'hirondelle de rivage, il me semble, mais pour d'autres de nos projets, on a des partenaires qui viennent à l'extérieur du Québec. Ben, tu vas en parler un Euh, peu plus tard quand tu vas parler du groupe de travail, je pense. Là, mais c'est effectivement, c'est à l'intérieur mais ils du sont au Québec, c'est pas. Québec. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai Guy Michaud qui demande quels sont les critères pour déterminer les sites qui méritent plus d'attention, donc une entente de conservation. Oui, dans le fond, tous les sites où on va retrouver l'hirondelle de rivage, ça n'a pas d'importance. Je veux dire, est-ce que la grosseur de la colonie a une importance? Non. Je vous dirais, ça va aussi en fonction du type de relation qu'on a, du type d'ouverture qu'on a senti de la part du propriétaire. Tu sais, on y va beaucoup avec établir des bonnes relations, puis tout ça. Euh, mais je dirais quand même la grosseur de la colonie comme peut justifier qu'on appelle pour une entente de conservation, ça c'est sûr. Mais même si c'est une petite colonie, on va quand même, on ne fermera pas la porte. Fait que, ouais, je pense que c'est un jumelage entre la grosseur, mais beaucoup aussi le feeling qu'on a eu avec le propriétaire. Puis, Ouais, si on sent que ça vaut la peine de poursuivre les démarches ou si on sent que ce sera une perte de temps. Euh, Lise demande, c'est quoi les raisons qui sont évoquées pour refuser de suivre les recommandations? oh mon Dieu, ben, il peut y en avoir plusieurs, mais tu sais, des refus de suivre des recommandations, ben, il y en a à la base qui n'aiment pas qu'on leur dise un peu quoi faire, même si c'est sous forme de recommandations euh, en partant. Mais je vous dirais, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, tu sais, rester sur le mode discussion, c'est-à-dire que peut-être que la zone de protection de 50 mètres, dans son exploitation qui est plus petite, ça ne fait pas de sens pour lui. Mais 20 mètres, ça ferait du sens. Mais on va pas mettre à la poubelle l'entente. On va quand même le remercier de sa collaboration. Puis, OK, pour lui, c'est 20 mètres, ben, ça va être 20 mètres, mais la relation est bonne. On va pouvoir retourner chez lui. Donc, ça aussi, c'est important. Puis sinon, en termes pour la signature, il y en a que même s'il n'y a pas de portée légale à la signature, il y en a qui n'aiment pas le fait de devoir signer quelque chose. Euh,
Donc, à ce moment-là, ils vont plutôt nous donner une entente verbale, ce qui est aussi très bien. Tu sais, ça fait partie de leurs limites, puis c'est correct. Là, je vois qu'il y a plusieurs questions qui concernent des structures, fait que ça, on va les garder On peut peut-être les pour garder. plus tard. Ouais. Euh, j'ai Maryse qui demande qu'est-ce qui fait qu'on va dans telle ou telle région. Puis ça rejoint aussi une question là, de Sébastien qui demandait si on prévoit faire du terrain plus dans l'est du Québec, Dans l'Est comme Nord-Est comme comme les îles de la Gaspésie. Madeleine. Comme les îles de la Madeleine. Jean-Sébastien, peux-tu? Non, non, mais en fait, c'est plus bailleur de fonds qu'il faut demander. Mais qu'est-ce qui fait qu'on cible une région plus qu'une autre? En fait, je pense que déjà en partant, tu sais, quand on essaie ce genre de projet-là, bon, on y va. Comme vous avez vu en 2016, c'était pas mal tout dans le sud du Québec. Puis nos bureaux sont à Montréal. On a des gens qui sont j'ai des collègues qui sont ailleurs au Québec qu'à Montréal, mais quand même, on a un petit noyau de collègues là, qui sont à Montréal. Fait que je pense que juste côté pratico-pratique, c'était plus simple de commencer comme ça. Puis ensuite de ça, c'était un peu de construire par-dessus ça. Donc, on a fait pas mal toutes les régions tu sais, qui sont plus dans le sud. Puis maintenant qu'on les a déjà ciblées, on pense aller plus en région de la capitale nationale, puis s'étendre un peu plus. Mais beaucoup, en fait, tu sais, tout l'ancien territoire là, de la mer de Champlain a laissé beaucoup de sable. Donc, c'est sûr que dans cette région-là, il y a beaucoup de sablières. Donc, je pense que c'est comme, entre autres, pour ça qu'on a ciblé toute cette région-là à la base, là. Mm. On va peut-être en prendre une ou deux, sinon, parce que ça continue de rentrer. Puis les autres, on les gardera peut-être pour la deuxième période de questions, si jamais il n'y en a pas. Il y en avait OK. une. Daniel demande si c'est la seule espèce d'hirondelle qui est en difficulté. Alors, il y en a une autre. C'est laquelle? Euh, Rustique? Ben, moi, je m'en ai dit qu'ils sont toutes, là, mais Oui, c'est ça. Ils sont tous en difficulté, effectivement. Ce sont tous des insectivores aériens. Mais il y en a une autre qui est classée, qui a un statut particulier. Mais elles ont toutes diminué le groupe des insectivores aériens, c'était plus de 60% de diminution depuis les années 70, puis ils sont tous dans les 90% et plus, là. ouais, je pense que l'hirondelle de rivage, c'est possiblement en tout cas, quand on regarde des données du Breeding Bird Survey, du relevé des oiseaux nicheurs là, pour le Québec, c'est possiblement la pire, là. On parle d'un déclin de 99,2, 0,4% dans ce coin-là, là, 80,9. Mhm. Je pense que la moins pire, puis même là, c'est possiblement peut-être un artefact de la difficulté de détecter l'espèce, là, mais c'est l'hirondelle à l'hérissée qui est seulement en déclin de 55%. Mais effectivement, les autres, là, on parle de 70, 90, 95%, 99%. Donc, ouais, ils sont tous. Puis en fait, tu sais, c'est comme on cible des programmes de financement comme le PIH, tu sais, qui donnent un accent vraiment sur les espèces à statut, ben ça oriente aussi nos actions, dans le sens que même si les autres sont en déclin, il faudrait trouver d'autres façons de les faire financer qui sortent du cadre. Fait que ça apporte des défis supplémentaires. Ouais. Fait que, il y en a encore quelques-unes, mais je pense je vais te laisser aller avec ta deuxième partie, puis les autres, je vais les laisser ouvertes, les questions, puis on verra si on a le temps d'y répondre là, OK, dans le deuxième bloc de questions. parfait. Parfait. Merci tout le monde pour vos questions. Alors, je vais continuer avec les projets de protection en milieu naturel. Tadam! Ta-ta-ta. Donc, nos objectifs sont évidemment d'assurer la protection de l'habitat nidification des colonies et atténuer les menaces, donc en milieu naturel. Pour ça, on a besoin d'aller sur le terrain aussi, identifier les sites de nidification le long des rivières, mais aussi beaucoup d'impliquer les différents intervenants clés dans la protection de l'espèce par des rencontres, soit virtuelles ou en présentiel, et la diffusion d'outils de sensibilisation. Cet objectif-là est quand même très important parce que c'est vraiment les intervenants clés du milieu qui connaissent bien, ben, qui connaissent encore plus le territoire dans lequel on veut s'insérer. Et finalement,
faire de la sensibilisation au grand public, mais aussi la sensibilisation qui cible les gens qui utilisent, les gens qui utilisent les rivières. Donc, pour ça, on va installer des panneaux de sensibilisation au point de mise à l'eau des embarcations pour les sensibiliser. Donc, en premier, la plus grande étape, c'est vraiment d'identifier les intervenants clés. Donc, quand on s'inscrit quand on vise un territoire visé ou une rivière en particulier, excusez, on va regarder c'est quoi les organismes de conservation du milieu, les organismes de bassin versant, les clubs ornithologiques, les prestataires de services. Donc, c'est qui loue les embarcations pour aller sur la rivière. Certains propriétaires riverains aussi qui peuvent s'impliquer. Des campings. Il y a beaucoup de campings qui s'installent le long des rivières. Des bureaux touristiques et bien sûr les municipalités. Donc, ensuite, on va venir identifier les secteurs prioritaires qu'on veut visiter. Donc, encore une fois, on va utiliser notre banque de données SOS-POP. Donc, ce qu'on voit ici, les points en jaune, c'est des points où on connaît une colonie. Et puis aussi, même si on n'a pas de points, on va continuer à visiter avec Google Earth la rivière pour voir s'il y a des habitats qui peuvent nous sembler potentiels, comme par exemple, ici, on voit du sable. Donc, on sait qu'il y a potentiellement une plage encore là. Mais en face de la plage, quand c'est vraiment une belle ligne coupée, on peut s'attendre potentiellement à avoir une falaise très droite. Et puis là, à ce moment-là, on se dit, ah, peut-être que ce méandre-là va être bon pour voir des colonies d'hirondelles. On va aussi identifier de cette façon-là, donc avec Google Earth, les accès potentiels à la rivière, mais aussi c'est beaucoup, en fait, les collaborations qu'on va avoir établies avec les clubs, les prestataires de services qui vont pouvoir nous valider si c'est une bonne mise à l'eau ou si on est mieux d'aller ailleurs pour faire cette mise à l'eau-là. Donc, une fois qu'on a identifié tout ça, qu'on a identifié un peu c'est quoi, ça va être quoi nos journées, les kilomètres qu'on va pouvoir parcourir en canot, tout ça, bien là, on se lance, puis on va vraiment sur le terrain. Donc, le terrain, ça va se faire entre mi-juin et mi-juillet, comme dans les sites anthropiques. C'est la période la plus propice pour voir la nidification de l'espèce. Et puis, donc, comme vous voyez là, sur les photos, on y va vraiment en canot. Puis, c'est vraiment la façon la plus efficace là, de voir les colonies sans avoir à nécessairement demander la permission des propriétaires riverains pour avoir accès à la rivière. Donc, à chaque colonie, on va dénombrer les terriers, dénombrer les oiseaux qu'on voit en vol ou sur les parois. Et puis, on va aussi noter le code de nidification. Donc, comme tantôt, en fait, est-ce qu'on voit un oiseau rentrer avec de la nourriture dans son bec? Est-ce qu'on le voit creuser un terrier? Est-ce qu'on le voit, etc. Est-ce qu'on le voit avec un petit sac fécal sortir de son terrier, etc. Et puis, toutes nos données sont transmises, encore une fois, à la banque de données SOS-POP. C'est vraiment l'occasion aussi d'identifier les menaces potentielles. Bien, pas juste potentielles, mais les menaces réelles qu'on voit sur le terrain pour chacune des colonies, mais aussi le long de la rivière qu'on parcourt. Donc ici, malheureusement, on peut voir là, en haut des gens qui ont mis, je ne me souviens plus à ce moment-là si c'était des propriétaires ou, bien, sûrement, oui. Dans le fond, qui ont mis carrément des billots de bois pour stopper l'érodation. Érosion. L'érosion, merci. L'érosion de la rive, mais ça fait vraiment, en fait, on voit vraiment là, une perte nette d'habitat. L'hirondelle ne pourra pas aller là pour nicher. On voit aussi ici en bas, de chaque côté, on avait une belle falaise abrupte, mais ici, on a une descente à l'eau qui a été aménagée pour descendre à la rivière. Là aussi, c'est une perte nette d'habitat. Puis aussi, dans les menaces, comme je le mentionnais au tout début, dans la mise en situation, on a beaucoup de gens qui vont descendre la rivière, puis il y en a, malheureusement, qui peuvent avoir des comportements qui vont nuire à l'espèce. Par exemple, en s'approchant trop près, en ne faisant pas attention de garder une distance, puis même en allant déranger volontairement les hirondelles. Donc, tout ça, on va colléger tout ça, puis on va pouvoir s'en servir après pour faire de la sensibilisation. Donc, ici, on a élaboré
dans l'avant-dernière étape, élaborer des outils de sensibilisation spécifiques à l'hirondelle de rivage en milieu naturel. Ici, on a notre fameux dépliant sur l'hirondelle. On a notre panneau métallique ici qui peut être installé aux endroits de mise à l'eau pour sensibiliser tout le monde. Et des affiches qu'on peut donner finalement aux intervenants clés qui vont agir un peu comme aide-mémoire. On peut les installer où on veut. Si c'est un camping, on peut l'installer à l'entrée du camping, dans les blocs sanitaires, par exemple, ou etc. Et puis, éventuellement, donc cette année, normalement, on devrait avoir un nouvel outil d'intendance qui est un cahier du propriétaire. Donc, comme en milieu anthropique, on va pouvoir aller sensibiliser des propriétaires riverains dont le terrain comme juxtapose une colonie, dans le fond, puis aller chercher des ententes de protection. Ça va être une première là, pour cette année. Et puis finalement, donc, on va tenir une série de rencontres avec des intervenants comme les municipalités, les entreprises de plein air, des organismes de conservation pour sensibiliser les usagers, sensibiliser ces acteurs-là aux problématiques vécues par l'espèce pour atténuer les menaces. Donc, voici une série, en fait, de recommandations qu'on retrouve dans les outils de sensibilisation. Donc, la première en haut, maintenir une zone de protection pendant la saison de reproduction. Donc, quand on est en canot puis qu'on passe à côté d'une colonie, c'est important de garder ses distances, de ne pas frôler la colonie. On va aussi sensibiliser pour prévenir la destruction des colonies au niveau des motos hors route, des VTT, même encore une fois, des canoteurs ou des kayakistes. Donc, de ne pas escalader une paroi où on retrouve une colonie, ou de ne pas aller s'amuser avec notre VTT dans les bancs de sable comme ça. Aussi, au niveau des terrains, de privilégier des bandes de végétation en bordure des falaises plutôt que de l'enrochement. En fait, une bande de végétation, les racines vont pouvoir aller solidifier la bande. Donc, c'est possible de privilégier cette approche-là et aussi de réduire l'usage des pesticides parce que même des propriétaires privés peuvent utiliser ça pour le gazon ou pour diminuer le nombre d'insectes, tout ça. Mais aussi des municipalités le font. Donc, on sensibilise pour ça. Et puis ici, on a un exemple, en fait, d'une remise d'un panneau pour une descente à la rivière qui a été faite par Plein Air Haute-Rouge. Donc, Plein Air Haute-Rouge, en fait, qui est présent au niveau de la rivière Rouge dans les Laurentides. Et puis, leur mission, en fait, c'est de rendre accessible le territoire des Hautes-Laurentides en structurant et développant les activités de plein air et récréotouristiques dans une démarche de développement durable. Donc, c'est vraiment un acteur super important qu'on est allé chercher à ce moment-là. Et puis, on a d'autres organismes aussi qui nous ont aidés avec les projets. Donc, on a le Club ornithologique des Hautes-Laurentides qui nous a aidés au niveau de l'identification des mises à l'eau, l'identification des colonies, qui sont venus aussi sur le terrain avec nous. Des organismes de bassin versant, des rivières rouges, Petite Nation, Chaudière, la rivière Chaudière aussi, Club ornithologue de Québec, de Beauce-et-Chemin et le Conseil des Abénaquis d'Odanak. Merci à tous. Et puis, finalement, un bilan de nos activités en milieu naturel. Donc, tout ça a commencé, première été de terrain en 2021, en Haute-Laurentide, pour la rivière Rouge. Donc, on a commencé de l'Ascension à la Belle. Puis ensuite, en 2022, on est parti de la Belle pour aller jusqu'à Arundel. Puis on a fait aussi une portion de la rivière du Diable, dans le coin de Mont-Tremblant. Puis, en 2023, on est allé sur la rivière Chaudière et deux de ses affluents, donc la rivière qui s'appelle le Bras et la rivière des Plantes. Pas des plantes, les végétaux, mais les plantes, le nom de famille. Des plantes, voilà. Donc, voilà. Donc, pour les inventaires, on a un bilan, en fait, de 250 km de rives parcourues durant ces années-là. Et puis, on a répertorié 28 colonies actives. J'ai mis ici sur 36 parce qu'il y a des colonies qu'on note comme étant inactives, c'est-à-dire des colonies qui ont 3 ou moins de 3 terriers. Mais on peut vraiment dire que c'est des terriers d'hirondelles, mais avec ce nombre-là, on ne les considère pas comme des colonies actives. Donc, 28 colonies actives et 7 habitats propices aussi qui ont été répertoriés, donc des habitats qui seraient propices là, à accueillir une colonie d'hirondelles.
Finalement, au niveau de l'intendance, 36 intervenants clés rencontrés. Il y a eu des rencontres par Zoom pour faire des transferts de connaissances. Il y a aussi eu des rencontres en personne pour s'assurer que les dépliants et que nos outils d'intendance seraient vraiment bien utilisés. C'est préférable quand même de faire tout ça par personne. On trouve que le lien est plus facile puis plus personnalisé. Puis, dans le fond, il y a aussi des membres du Club des Laurentides, des Hautes-Laurentides qui nous ont aidés pour rencontrer certains intervenants clés aussi, puis qui en ont fait comme par eux-mêmes là, ensuite. Et voilà, donc juste pour vous montrer un peu la répartition des intervenants clés rencontrés, il y en a environ 13 là, qui font partie de la catégorie plein air et récréo-touristique, puis à peu près pareil, 12 qui font partie des municipalités, donc 12 municipalités sensibilisées au total, 5 campings, 3 organismes de conservation, 2 citoyens pour le moment, mais comme je mentionnais, toute la portion avec notre nouveau cahier propriétaire va plus avoir lieu en 2024. Donc là, ce chiffre-là va certainement augmenter. Puis aussi, la Sûreté du Québec avait été rencontrée dans les Laurentides, pour les projets dans les Laurentides. Finalement, des distributions d'outils d'intendance. Donc, à travers ces années-là, plus de 300 dépliants, quand même, 56 affiches et 17 panneaux métalliques. Et le dernier et non le moindre quand même, ici, on voit un guide de la Rivière-Rouge publié par l'organisme Plein Air Haute-Rouge. Et puis, il distribue environ 10 000 guides par an dans les régions des Laurentides. Et puis, on a maintenant ici pu mettre une page de sensibilisation dans ce guide-là. Donc, ça, c'est très succès. Voilà. Puis maintenant, en rétrospective, en fait, on voit vraiment qu'on a un grand avantage à concerter tous les acteurs locaux pour identifier les enjeux et sensibiliser le public. Sans leur aide, en fait, on arriverait un peu comme avec des grosses bottes sans vraiment savoir comment s'implanter dans le milieu, mais avec la collaboration qu'on a avec les acteurs du milieu, ça fait un boost vraiment pour nos projets. Et puis aussi, ça nous permet de pérenniser le travail accompli. Finalement, pour 2024, comme je mentionnais, on va avoir un nouveau cahier de propriétaire. Et puis aussi, on va cibler d'autres rivières. Donc ça, c'est sûr, on y va cette année, cet été, sur les rivières Etchemin, Boyer et du Sud. Donc, un petit close-up ici, un petit zoom. Alors, on voit ici les rivières Etchemin en bleu, Boyer et Sud ici, qu'on voit en rose et en rouge. Et voilà. Puis finalement, je vais finir avec 2 diapos sur nos autres actions de conservation parce qu'on fait diverses choses. Par exemple, là, ça va satisfaire ceux qui ont des questions sur les structures artificielles peut-être. En fait, Québec Oiseau, on a essayé une structure artificielle seulement au printemps 2017. Donc, c'est vraiment une petite partie de nos projets. C'est un projet en collaboration avec Faune en Or, qui est dans le nord du Québec. Et puis, ça ressemblait pas mal à ceci. Donc, on a une structure en béton avec du sable à l'intérieur, puis on a des tuyaux à l'intérieur, comme ça, avec une portion qui s'ouvre pour pouvoir faire le suivi, la nidification au besoin. Par contre, c'est ça, on n'a pas eu de grand succès avec ça parce que les hirondelles ne les ont pas visitées. On en avait installé 2 en Montérégie, puis il y en avait eu 2 autres dans le nord du Québec. Donc voilà. Par contre, on sait que c'est quelque chose qui peut fonctionner. Ici, je vous montre un exemple de projet qui fonctionne. C'est au Port de Québec. Ben, c'est la Société du Port de Québec qui a installé une structure artificielle sur leur terrain, sur le bord de l'eau. En fait, ce qui se passait, c'est qu'ils voulaient agrandir le port, mais il y avait une colonie, donc ils ont dû, comme mesure compensatoire, finalement, pour la modification de l'habitat, aller proposer aux hirondelles une structure, un endroit compensatoire, si on veut, puis ils ont installé une structure comme ça. En fait, c'est des panneaux de béton qui ont installé devant du sable, dans le fond. Donc, l'hirondelle peut quand même aller creuser comme elle veut, le sable en arrière, faire son couloir et son terrier, dans le fond, sa chambre, dans le fond. Et puis, ça fonctionne. Donc, les colonies
les colonies niches à cet endroit-là. Puis pour finir, en fait, Québec Oiseau, en fait, pilote un comité pour la protection de l'hirondelle de rivage. En fait, c'est un comité qui rassemble les différents intervenants qui œuvrent pour la protection de l'espèce. Donc, on peut retrouver d'autres organismes de conservation, mais des sociétés, d'autres sociétés, par exemple, qui ont déjà installé des structures artificielles et qui ont un mot à dire sur comment on peut améliorer les actions de conservation. Ça nous permet vraiment de maintenir un lien, en fait, entre nous tout au long de l'année, de partager nos expériences et surtout de maximiser vraiment les retombées de nos projets. On va échanger sur nos actions, comme je disais, mais on va aussi partager nos outils de sensibilisation. Puis on va partager aussi, on va échanger sur divers thèmes, diverses problématiques. Par exemple, on peut partager sur nos façons qu'on a de sensibiliser les propriétaires, par exemple. On peut parler de nos protocoles d'inventaire aussi, s'assurer qu'ils soient pareils un peu d'un organisme à l'autre, donc les inventaires se fassent de façon plus homogène. On peut aborder tout plein de sujets comme ça. Donc, voilà. C'est fini. Place aux dernières questions. J'espère que vous en avez tout plein. Oui, il y en a quelques-unes. Ben, entre-temps, je n'avais pas vu, Marilyn, vous avez effectivement répondu, là. Donc, les colonies peuvent changer de place ou rester là. Par contre, on ne sait pas s'ils réutilisent les mêmes terriers. Sinon, il y a plusieurs questions. Tantôt, quand tu as fait les cartes avec la distribution d'où on avait travaillé, il y a plusieurs questions à savoir est-ce qu'on a fait les berges du Saint-Laurent? Non, on n'a pas fait les berges du Saint-Laurent. Il y a des colonies là, qui sont quand même connues le long des berges, mais il y a aussi d'autres organismes de conservation qui travaillent sur cette espèce-là, sur d'autres rivières. Je pense pas qu'on ait parlé qu'il y en ait qui soient allés sur le bord du fleuve à voir. Ouais. Mais personnellement, j'en ai déjà vu une sur le bord du fleuve que j'ai répertoriée dans SOS Pop. Ben, gars, puis justement, Marilyn ajoute que Odanak l'a fait, mais effectivement, ils sont mieux équipés que nous avec un bateau à moteur, notamment. Moi, je pense pas qu'on ira faire ça en canot. Mais... Valérie demande sur quelle longueur de berge s'étend généralement une colonie d'hirondelles de rivage. Oh mon Dieu, ça peut vraiment varier d'une colonie à l'autre. Ça peut être, tu sais, comme on disait tantôt, une colonie active, ça peut être plus de 3 terriers. Donc, 3 terriers, c'est pas très grand. Après ça, quand on a 250 terriers et plus, ça peut être plus long. Je pense, plusieurs mètres. Plusieurs mètres. Je pourrais pas dire le chiffre exact, là, mais J'ai au moins 2 personnes, Mario et Alain, qui demandent quoi faire quand on découvre un site de nidification, à qui on doit le déclarer. à SOS Pop, on peut le mettre sur SOS Pop, on peut... ben, en fait, quand on envoie une mention à SOS Pop, en fait, on a un endroit où on peut mettre des photos. Euh, on, il y a des endroits où on peut mettre le nombre de terriers, si on a vu des hirondelles, le nombre d'hirondelles, etc., la coordonnée géographique, tout ça. Je pense qu'il y a peut-être Jean-Sébastien, toi tu saurais, je ne sais pas, sur Naturaliste, si on peut émettre une mention, mais SOS Pop, c'est vraiment spécifique aux oiseaux. Donc, Ouais, on peut le mentionner sur iNaturalist, mais tu sais, pour l'instant, parce que nous, on n'a pas développé nécessairement le réflexe d'aller chercher les données à cet endroit-là. C'est sûr que nous, on les prend vraiment plus dans eBird et dans SOS Pop, Bird. là. Ouais. Donc, c'est vraiment, je dirais, c'est probablement là les meilleurs. En tout cas, si vous découvrez un nouveau site, c'est vraiment par là, là, qu'il faut nous les faire connaître. Euh, je regarde. OK. Ah, et une question tantôt qu'on a posée, qu'on n'a pas répondu. Tantôt, on a parlé des prédateurs, que oui, il y en avait, mais on n'a pas spécifié qui sont les prédateurs. Ah, OK, OK.
Ben, il peut y avoir des renards, des ratons laveurs, des oiseaux de proie. Euh, Est-ce que je vais nommer l'hermine? Je ne sais pas. Une bonne question. Daniel demande si la protection a permis une augmentation ou le maintien du nombre de colonies. On ne le sait pas encore. Tu sais, nous, dans nos projets, on ne peut pas se prononcer là-dessus au niveau provincial. Tu sais, est-ce que nos projets ont permis de maintenir les colonies d'hirondelles de rivage connues? Ça, on ne peut pas se prononcer là-dessus. C'est plus le gouvernement là, dans ses études qui, normalement, est à même de dire si la population va mieux ou pas. Mais le programme de rétablissement, en ce moment, il vise le maintien et non pas l'augmentation, si je ne me trompe pas. Donc, on croise les doigts. Tu remets la question. Pierre demande si c'est possible de faire du bénévolat pour Québec Oiseau. Spécifique qu'il est de Sainte-Thérèse. Oui, c'est possible. C'est possible. On t'encourage à en faire. En fait, Ah, la- on gère aussi toute la base base de données. On gère aussi tous les bénévoles, le réseau des bénévoles qui veulent s'impliquer là-dedans. Et donc, oui, il y a un formulaire en ligne. En fait, vous pouvez inscrire vos coordonnées. Puis, ça nous donne c'est ça, où vous êtes, tout ça. Puis, on peut, je pense que c'est même Marie-Hélène qui gère maintenant le réseau des bénévoles. Donc, voilà. mais ça, on a les bénévoles pour SOS Pop, mais effectivement, il y a un formulaire sur le site web là, où les gens peuvent spécifier s'ils veulent donner du temps. Euh, puis on peut cocher toutes sortes de. Puis les projets de conservation fait partie des options. Donc, oui, tout le monde est invité à venir. Oui, tout le monde est On, impliqué, c'est ça. on ne refuse pas l'aide. Puis d'ailleurs, là, je vois aussi un commentaire de Claire qui dit que si c'était dans la région de Montréal, elle viendrait nous aider pour le projet, mais justement, le fait de ne pas être dans la région de Montréal peut nous permettre d'identifier des nouvelles colonies qu'on ne connaît pas ou Ouais, peut-être même faire des approches là, avec des propriétaires là, qui sont plus loin pour nous autres, hein. ouais. Non, tout à fait. Tout le monde peut s'impliquer, peu importe on est où au Québec. Donc, n'hésitez pas. Nathalie demande si on suit. La colonie de Contrecoeur revient à quelques reprises dans les questions, là. Nathalie demande si on suit cette colonie-là ou le projet portuaire qui risque de détruire des colonies naturelles et pour laquelle des nichoirs artificiels ont été installés. Un peu comme le port de Québec, Oui, c'est le port de Montréal, ça, qui s'installe à Contrecoeur, du côté de à port. L'autre Contrecoeur, c'est côté. ça. Ouais, En ouais. fait, ben, on a tu sais, des liens avec le port de Montréal pour justement le comité de protection sur l'hirondelle de rivage. Puis, ils nous font part là, de leurs initiatives. Euh, mais tu sais, particulièrement ça, il faudrait bon, plus leur poser des questions à eux. Mais je sais qu'ils sont pas mal impliqués dans les mesures de compensation. Donc, c'est obligatoire pour eux là, d'avoir des mesures de compensation s'ils empiètent sur une colonie ou un habitat de l'hirondelle de rivage. Ouais. Guy demande comment se compare la taille des colonies en milieu naturel versus les sites anthropiques. En fait, il y a autant de très grandes colonies en milieu anthropique qu'en milieu naturel. Ça peut être assez impressionnant ce qu'on peut voir en milieu anthropique. Donc, moi, je dirais il y a pas de différence, là, en tout cas au niveau de la taille, il n'y en a pas. Mm. Bon, Richard mentionne qu'il y a déjà eu des colonies le long du canal de la Chine à Montréal, mais ça fait plusieurs années qu'ils sont absents. On a François qui répond à la question qu'on avait tantôt, là, qu'un terrier peut être réutilisé d'une année à l'autre. Les autres peuvent alors OK. creuser un peu plus creux si le substrat le permet. Effectivement, c'est du sable, ça peut Ouais. s'effondrer facilement. Ouais, surtout après Michel, un hiver. ouais, exactement. Michel Renaud qui nous a donné un bon coup de main justement lors des inventaires, là, qui mentionne qu'il y avait déjà noté des goélands, corneilles et faucons émerillons près des colonies de la rivière Rouge.
Euh, 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 Quelqu'un demande si on a déjà pu rencontrer ou sensibiliser les propriétaires de la rivière Le Bras ou rivière des Plantes. Je ne sais pas si ça dit quoi, ces sites-là. Ouais. Oui, pas encore. En fait, c'est mon collègue Maxime qui va y aller cet été, normalement. Donc, il n'a pas encore commencé ces démarches-là. Mais comme le nouveau cahier de propriétaire va être prêt pour cet été, euh, j'ai l'impression qu'il va peut-être y aller. Ouais. Il va aller sensibiliser des propriétaires riverains. Je me rappelle plus si tu l'avais expliqué au départ. Quelqu'un demande si un exploitant détruit un site de nidification avec ou sans le savoir, là, c'est quoi les conséquences? Oui, alors, bon, c'est des affaires légales, donc je ne peux pas me tromper. Mais dans le fond, c'est une espèce protégée en vertu de la loi sur les espèces en péril. C'est une protection fédérale. Je sais qu'on peut être poursuivi au criminel quand on détruit une colonie. Donc, c'est quand même pas quelque chose à prendre à la légère. Puis, il y a des amendes reliées à ça. Donc, c'est pour ça qu'en fait, notre travail est si important. Puis, je me suis déjà fait dire là, sur un site anthropique. J'arrivais, puis je disais, bonjour, on est là pour faire de la sensibilisation, pour émettre des recommandations pour cette espèce-là. Puis on m'a dit, ah oui, votre travail est très important. Je me souviens, il y a déjà un agent qui est venu, puis qui nous a passé, on a passé un mauvais quart d'heure. Donc, nous, on a une approche vraiment de sensibilisation pour prévenir ça parce qu'il y a quand même des conséquences, puis c'est quand même intimidant quand il y a des agents de la faune qui peuvent venir sur ton terrain, puis mettre un panneau qui dit plus le droit d'exploiter, tout ça. Donc, ouais, c'est ça. Je sais pas si j'ai-tu répondu à la question. Je pense que oui. Ouais. Tu sais pas par cœur le niveau Ben, des amendes, hein? Ben, c'est vraiment variable, mais on peut en retrouver si vous tapez amende, hirondelle de rivage, contravention sur Internet, là, je me souviens qu'il y avait une compagnie, je crois que c'était une compagnie et municipalité en Gaspésie cette année qui avait reçu une amende, une couple de mille. Ah ben, gars, justement, il y a Ouais. Guy qui vient de nous envoyer l'information. Là, c'est en Gaspésie, effectivement, c'était une municipalité et un individu ont été condamnés à payer 36 000 $ pour avoir détruit des nids d'hirondelles de rivage. Merci, Guy. Marguerite qui demande si on repère des colonies en milieu naturel dans nos régions, est-ce possible d'avoir accès à des dépliants ou des affiches pour sensibiliser la population locale? Oui, en fait, on les vend sur notre boutique en ligne, si jamais ça vous intéresse. Sinon, ben, comme si vous les achetez de cette façon-là, ils sont imprimés, tout ça. Sinon, on a une version PDF qui est disponible gratuitement sur notre site web. Mais on demande aux gens de ne pas imprimer cette version-là parce que c'est pas le pliant, le dépliant final là, sur le papier qu'on veut, tout ça. Mais vous pouvez quand même le partager de façon électronique. Mhm. Je regarde les. Il y en a-tu d'autres des questions à travers des commentaires? Une fois, ok, j'en ai une, oui, de Mario. Est-ce une fois que la nidification est terminée, est-ce que les propriétaires de sablières peuvent détruire le site? Oui, une fois que l'hirondelle est partie, en fait, ils peuvent. Ben, là, je parle en milieu anthropique, là. J'imagine que ça s'applique au milieu anthropique. Euh, oui, un exploitant peut décider pas mal de ce qu'il veut avec son site, là. Il peut décider d'exploiter le sable. Mais l'important, en tout cas, dans nos recommandations qu'on dit, c'est que s'il fait ça, il faut quand même qu'il prévoie l'année d'après un site, ben, une part, dans le site, une portion qui ne sera pas exploitée puis qui va déjà être préaménagée pour l'hirondelle avec les bonnes pentes de 90 degrés. Là. Ouais. J'ai Sébastien qui demande est-ce que les mentions eBird qui concernent des espèces en péril sont automatiquement transférées dans la banque SOSPOP ou si on doit faire des mentions à chacune des deux? Non, ce qui se retrouve dans eBird, c'est pas transféré automatiquement. En tout cas, j'espère que je ne me trompe pas, mais il me semble que non. Ben, il y a un certain transfert qui se fait, oui, mais je pense que c'est pas toutes les.
pas sans toutes les on Ouais. y va par priorité. Mais, OK. mais moi, je dirais à Sébastien, parce que quand même, tu es dans eBird, surtout dans SOS Pop, ce qu'on veut, c'est la localisation précise de la colonie, alors que dans eBird, souvent, on remplit un feuillet, ben, peut-être pas par jour, là, mais par site d'observation, mais à l'échelle peut-être plus large. Là. C'est sûr que nous, un formulaire SOS Pop et poursuivre une espèce en péril est nettement plus intéressant pour nous qu'une liste. C'est sûr que si l'information, on ne veut pas obliger les gens à dédoubler l'information, donc on va se débrouiller avec la liste eBird, mais idéalement, si les gens peuvent remplir des listes SOS Pop, là, ça nous fournit encore plus d'informations, puis ça facilite notre travail pour la protection par la suite de ce site-là. Euh, Jacques demande si par lui il demeure dans une région où il y a des sablières, puis est-ce qu'il peut savoir si elles ont été visitées? Je veux savoir si les sites ont été visités. Ben, faudrait qu'il En nous nous posant la contacte. question? Ouais, je me dis qu'il faudrait qu'il nous contacte. Là. C'est pas de l'information qu'on va mettre sur le Non, site web. non, c'est ça. Oui, c'est ça, faudrait nous contacter. Est-ce que c'est une information qu'on donne? Euh, c'est une bonne question, tout dépendamment, je pense, mais peut-être, tu sais, certainement, si vous savez qu'il y a des sites d'exploitation puis qu'il y a des hirondelles, euh, tu sais, vous pouvez remplir un feuillet SOS Pop, nous envoyer un courriel, puis tu sais, on va le rentrer dans notre fichier de suivi, puis ça va juste nous donner plus d'informations, ce qui est bon. Fait que si on va dans cette région-là, tu sais, vous avez vu d'une année à l'autre, on cible des régions, donc ça se peut que vous ne soyez pas dans une région qu'on a ciblée cette année-là, mais peut-être que ça va l'être l'année d'après, ou fait que ça peut toujours être utile. Là. Ouais. Ouais. Donc, puis, bon, il demande s'il y a une liste des endroits visités. Ben, à l'interne, je pense que si vous nous contactez directement, là, oui, on peut s'arranger avec vous. Si vous voulez nous donner un coup de main, comme on dit tantôt, on ne refusera pas d'aide, donc on va fournir l'information, mais c'est sûr qu'on ne mettra pas sur Internet une liste des endroits qu'on a visités. Là. Peut-être la dernière question, ben, ça tombe bien, c'est une question qui se prête bien à une fin de période de questions. C'est OK. Mario qui demande si les enregistrements des webinaires sont diffusés quelque part. Je pense qu'on avait dit que celle-là, on la rendrait disponible. Hein? Oui. Parce qu'en fait, théoriquement, c'est qu'habituellement, en fait, on en a. On les a enregistrés quasiment toutes, les webconférences depuis le début, mais on n'a pas encore trouvé la façon de les rendre disponibles aux membres, autant de Québécoiseaux que des clubs. Mais celle-là, étant donné que ça concerne un projet de Québécoiseau, qu'on veut en faire la promotion, qu'on veut ben, aller chercher des bénévoles aussi, ben celle-là, je pense qu'on va la rendre disponible sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours, comme on avait fait avec l'inventaire des plongeurs UR là, qu'on avait présenté en mai dernier. Ben, Gaïa. Marie-Hélène dit bravo Anne. Donc, ça clôt, je pense que ça va clore la. Puis là, d'ailleurs, je pense que j'ai ouvert. Attendez, je vais aller. Si vous voulez faire un petit commentaire ou quoi, je pense que j'avais réouvert le. Non, j'avais pas réouvert le clavardage. Voilà. Le clavardage est ouvert pour quelques minutes. Là, dans les questions-réponses, il y a plein de gens qui te félicitent et qui te remercient. Donc, ouais, je pense qu'on a fait Merci le tout le tour monde. des questions. Ouais, puis merci à toi, Anne. C'était vraiment, je pense que ça a fait un très, très, très bon tour, autant des projets de Québécoiseau, mais je pense des projets qui touchent à l'hirondelle de rivage de façon générale. Là. Merci. C'était le fun à faire. Excellent. C'est le fun de faire cette présentation. Oui. Good. Bon, ben, OK. Puis si tu regardes En fait, là, je pense que tu peux arrêter ton partage d'écran, puis tu peux regarder dans les. Tu peux regarder dans les commentaires, les messages te sont tous adressés, les messages de félicitations. Puis, Ouais, super. Merci tout le monde.
Puis, je vais peut-être juste prendre un gros 30 secondes pour mentionner, ben, en fait, je l'ai déjà mentionné tantôt, là, exceptionnellement, en janvier, on va avoir 2 webconférences parce que, bon, normalement, on va en avoir une en février qui va être sur le Technoparc. Donc, ça aussi, ça va être une présentation qui devrait être vraiment intéressante. Mais avant celle de février, on va avoir, comme j'ai mentionné là, avant la webconférence, celle qui est notre webconférence bénéfice qui va avoir lieu le 31 janvier prochain à 20 heures. Puis je rappelle rapidement la thématique. Donc, c'est mieux cohabiter avec les oiseaux, où on va regrouper 3 courtes conférences qui vont présenter des solutions pour réduire les collisions, notamment les collisions avec les fenêtres, pour minimiser la prédation des oiseaux par les chats et pour encourager la conversion des cours et des jardins en refuge ou en halte migratoire. Donc, tantôt, j'avais mentionné, la conférence est ouverte à tous, mais c'est obligatoire de s'inscrire. Je vais encore remettre le lien dans le clavardage ici. Donc, cliquez là-dessus, vous allez arriver sur le formulaire d'inscription pour cette webconférence-là. Puis bon, on invite évidemment les gens à faire un don. Puis c'est justement les fonds qu'on va amasser vont servir à financer ces projets-là de cohabitation. Donc, on invite les gens à donner en grand nombre. Donc, voilà, ça fait le tour. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé. Merci encore à Anne. Puis ben, Merci je tout vous le monde. souhaite, ouais, puis bonne fin de soirée à tout le monde. Salut, Jean-Sébastien. Salut. Oui, oui, salut.